C'est bon, allez-y. Pronto? Bonjour, bonsoir, Monsieur Grandesso. Oui. Bonsoir, Gabriel Aumont de Radio Ville Lumière. C'est pour savoir si vous avez un petit peu de temps à nous accorder pour une petite interview. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais vous présenter, je suis avec Florian Lavigne et Nicolas Hénon qui sont avec moi. On va vous poser plusieurs questions, tout simplement, évidemment, sur l'actualité du PSG. Et je vais tout de suite commencer par la question relativement simple. Si aujourd'hui où nous en sommes, après les huitièmes de finale Ligue des Champions, la Ligue 1 bien avancée dans sa seconde partie de saison, quel avis ou comment décrivez-vous tout simplement ce PSG dit stratosphérique en tout cas? Disons qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation idéale parce que il a une qualification pratiquement acquise en Champions League. Il a une marge confortable en championnat par rapport à Monaco. Et il a surtout une identité très précise au niveau du jeu, de la tactique et surtout il a des joueurs extraordinaires qui arrivent à faire la différence pour l'instant n'importe quel match, dans n'importe quel match, et notamment Ibrahimovic, qui pour une fois il a démontré d'être vraiment le chef d'orchestre d'un projet qui est suivi de près partout en Europe. Et justement, par cette impression dans l'Europe, on sait que vous voyez beaucoup, et on sait que le PSG a beaucoup pioché en Italie. C'est bien parlé. Et du côté, de l'autre côté des Alpes, comment on voit ce PSG? Est-ce que finalement on le jalouse un peu qu'il est venu piquer, si ce n'est beaucoup de grands talents dans le calcio, ou finalement on a quand même impressionnant, ou un peu des deux? Comment on voit finalement ce club qui ressemble un petit peu à ce qui était le championnat italien il y a quelques années? Disons qu'en Italie, on a eu une première phase, effectivement, on critiquait beaucoup le fait que le Paris Saint-Germain avait piqué les joueurs en Serie A, mais c'est explique un peu vite parce que de toute façon, les joueurs étaient destinés à partir du moment où la Serie A n'était pas capable de garantir certains salaires et un certain type de contexte, certains types de joueurs. Aujourd'hui, tout ça, ça appartient au passé. On peut vraiment, pour deux raisons. Effectivement, d'un côté, on s'est rendu compte que les projets du Paris Saint-Germain n'étaient pas seulement, disons, un caprice de l'avenir, mais c'était sportivement assez solide et avec une bonne perspective d'évolution. De l'autre côté, en Italie aussi, on a commencé à voir quelques investisseurs étrangers arriver et un peu récupérer un peu de compétition, des niveaux de compétition et de qualité au niveau aussi des joueurs, notamment avec l'arrivée d'Inter, avec Higuaín ou le fait que dans l'hôtel soit rentré. Et justement par rapport à la Ligue des Champions, hein, qui est évidemment le grand rêve ici en France, est-ce qu'en Italie, ne serait-ce que dans tous les médias ou un peu partout, on pense vraiment que le PSG peut la gagner, cette Ligue des Champions? Donc, on pense certainement que le Paris Saint-Germain peut faire un bon parcours, peut être considéré parmi les candidats pour cette Champions League, tout en gardant le fait qu'il s'agit quand même d'une équipe jeune dans le sens qui est ensemble, qui joue ensemble depuis à peine 2 ans, donc forcément avec les limites que ça implique. Donc forcément, on pense que certains d'autres clubs comme Chelsea ou surtout le Real Madrid puissent avoir quelques cartes en plus à faire jouer, même Barcelone. Surtout au niveau de l'expérience, je veux dire. Et justement, par rapport à tout ça, l'autre club évidemment qui arrive en grand dans le championnat français, c'est l'AS Monaco. On sait que l'AS Monaco, bien évidemment, est plus proche de l'Italie et c'est justement une culture italienne. Est-ce que par rapport à ça, Monaco peut tout simplement prendre la place du club principal dans le cœur des Italiens? C'est-à-dire, est-ce que les Italiens vont plus préférer l'AS Monaco, peut-être par une question de proximité, ou finalement, par rapport à tous les joueurs qui sont passés, ils vont quand même se diriger vers le PSG, ou finalement, il n'y a pas forcément de préférence, on va regarder de l'extérieur, tout ça? Aujourd'hui, la référence reste toujours le Paris Saint-Germain parce que l'équipe pratiquement
contre d'un seul joueur de la Serie A ou des joueurs italiens. Monaco, même si on a un entraîneur italien et même un joueur en camarade qui parfois joue comme titulaire. Et on a aussi dans l'organigramme où il y a mon avis italien dedans. Monaco reste un projet qui doit encore probablement convaincre d'un point de vue sportif parce que pour commencer à attirer une attention particulière, il faudra qu'il gagne. Et s'il arrive à gagner dans un championnat où il y a un Paris Saint-Germain qui domine, forcément, ça va changer aussi cette image, disons, de challenger officiel, mais qui n'est pas, disons, le favori numéro un. Aujourd'hui, je pense que Monaco reste quand même en dessous du Paris Saint-Germain d'un point de vue d'image à niveau international. D'accord. Alexandre, bonjour, Nicolas Hénon de ParisTeam.fr. D'abord, c'est un plaisir de vous parler parce que on sait tout le aura que vous avez en Italie et pour nous en France. Sinon, je voudrais savoir déjà ce que vous en pensez de Laurent Blanc. Est-ce que pour vous, c'est comment dire, c'est trop tôt pour le prolonger? Est-ce que c'est une bonne idée? J'aimerais déjà savoir ce que vous en pensez, vous, et vis-à-vis de l'Italie, où il a laissé de bons souvenirs. Au niveau de notre contrat, vous avez demandé. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Alors, disons que d'un point de vue, Laurent Blanc, ça a été un peu une surprise au départ et on l'a suivi avec disons, une certaine curiosité dans le sens qu'on attendait de voir s'il était capable de répéter le chose qu'il avait déjà démontré à Bordeaux. Et je pense qu'il a donné la réponse qu'il fallait. Surtout, il a joué avec une certaine habileté le fait qu'il n'avait rien à perdre. Donc, il a tout simplement appliqué ses idées et il a su construire assez rapidement un rapport avec les principaux joueurs du vestiaire. C'est une chose stratégique dans cette équipe club, je pense. Et donc, tout ça, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que Laurent Blanc répond aux attentes qui étaient énormes, puis la situation, les conditions dans lesquelles il est arrivé à Paris. Donc, je pense que c'est un pari presque gagné dans le sens qu'il faudra quand même attendre les 3 prochains mois. Il a déjà fait autant que le Paris Saint-Germain l'année dernière en se qualifiant pour les quarts de finale. Je ne pense pas qu'il y aura des milliards du côté de Leverkusen pour empêcher que Paris Saint-Germain se qualifie. Il est déjà bien lancé vers les titres, donc tout ça, ça fait en sorte que, effectivement, aujourd'hui, on pourrait se poser la question s'il faut aujourd'hui déjà prolonger son contrat, parce que si on attendra trop de temps, on se retrouvera dans une situation délicate où peut-être pourquoi pas d'autres clubs s'intéressent à lui, donc qui lui offrent des positions plus confortables d'un point de vue contractuel. Donc le Paris Saint-Germain s'est retrouvé à nouveau dans une situation comme l'année dernière, sauf éventuellement prendre le risque de se dire pourquoi pas penser à attirer un entraîneur du niveau de Mourinho, mais je pense que tout ça c'est très compliqué à mettre en place, notamment vu les dernières déclarations de l'entraîneur portugais. Donc je pense qu'aujourd'hui stratégiquement, prolonger un entraîneur comme Laurent Blanc serait positif, étant donné que je pense qu'il n'y aurait pas un gros problème pour éventuellement le faire partir si jamais il y a un autre entraîneur plus expérimenté, ou si jamais les résultats ne sont pas là. Donc je veux dire, aujourd'hui, prolonger un entraîneur, ça n'empêche pas de l'échanger au bout de 6 mois. D'accord, justement, on sait que la réussite du Paris Saint-Germain, c'est aussi le travail de Leonardo, puisque quand on regarde l'équipe type, c'est pratiquement tous les joueurs que Leonardo il a recrutés. Est-ce que vous avez des nouvelles de Leonardo ou qu'est-ce qui se dit en Italie pour lui? Et croyez-vous un jour à un retour de Leonardo à Paris? Un retour de Leonardo à Paris, je ne l'exclus dans l'immédiat, au moins jusqu'à quand il n'aura pas sa réponse définitive concernant la suspension. Ça c'est logique. Après avec Leonardo,
on ne sait jamais parce que c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions inattendues. Leonardo aujourd'hui vit à Milan. Je pense qu'il suit de près le changement qui sont en train de se faire du côté de l'Inter. Et je pense tout simplement qu'il attend l'occasion et l'offre qui puisse les motiver le plus. Donc, que ce soit en Italie ou à l'étranger, je pense que Leonardo n'aura pas de difficulté à retrouver un banc ou même un rôle de dirigeant. D'accord. J'aimerais avoir votre avis sur Marco Verratti, parce que Marco Verratti, d'abord, quand est-ce que Cesare Prandelli donnera sa prochaine sélection? Et est-ce que vous le voyez, vous, à la Coupe du Monde, ou est-ce qu'il a des soucis à se faire? Alors, normalement, la liste des convoqués, sélectionnés, c'est le dimanche. Donc, ce dimanche-là, on connaîtra effectivement la liste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est passé de Verratti, c'est un gros risque à prendre, dans le sens que Verratti, aujourd'hui, à 21 ans, peut, mettre à disposition une expérience que certains d'autres joueurs en milieu de terrain en Italie n'ont pas. Donc, je parle notamment des matchs de Champions League. Il y a des joueurs qui peut-être qu'ils font partie certainement de la liste des Prandelli, mais qui n'ont pas la même expérience de Verratti à ce niveau-là. Donc tout ça, ça rentrera probablement dans l'analyse faite par le sélectionneur. Un sélectionneur qui, jusqu'au mois de novembre, n'était pas ouvert à l'idée d'amener Verratti à la Coupe du Monde. Mais je pense que les performances de Marco Verratti en Champions League, notamment, vont poser beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence pour cette porte de milieu, avec notamment Pirlo, De Rossi, Montolivo, Marquinhos et tout ça. Mais à la fin, je pense que si le Paris Saint-Germain continuera ou fera bien en Champions League, le plus Marco on aura contribué certainement, et donc il aura son mot à dire même pour la liste des candidats. Et le fait qu'il ait disputé l'année dernière l'Euro Espoir, est-ce que ça peut être un avantage pour lui? Verratti, c'est un joueur qui fait partie, disons, du groupe de l'équipe d'Italie. Donc, forcément, tous les éléments, toutes ces expériences, toutes ces présences vont compter. Mais après, c'est, la liste des 23 qui fait sur des choix aussi, disons, d'équilibre du groupe, de préférence par rapport à certains choix tactiques et techniques. Donc, c'est pas forcément l'idée qu'il a déjà été en équipe nationale qui va peser sur le choix de Prandelli. D'accord. Je pense que c'est plutôt les prestations cette année en Champions League qui vont éventuellement faire changer d'avis là. Justement, en parlant de la Ligue des Champions, on a vu que Ezequiel Lavezzi revenait au moment où il fallait. On sait que cet hiver, l'Inter est intéressé, tout ça. Ça, vous pouvez nous le confirmer peut-être. Est-ce que vous voyez qu'il a un avenir encore, Lavezzi, ou est-ce que ça va dépendre de ses prochaines prestations? On vous entend pas, là. J'ai pas compris la question. Je voulais savoir ce que vous pensez d'Ezequiel Lavezzi et s'il a encore un avenir à Paris, sachant qu'on sait qu'il y a des clubs qui s'intéressent à lui et qu'il était en méforme, mais qui revient en fait au bon moment. Disons que l'avenir à Paris, ça dépend, disons, de la volonté du club de le garder, dans le sens que c'est passé aujourd'hui d'un joueur comme Lavezzi, c'est quand même un choix qu'on peut critiquer. Lavezzi démontre par son engagement presque à chaque match, d'avoir quelques cartes en plus par rapport à certains autres joueurs de l'équipe parisienne. Je pense que, Lavezzi a eu effectivement un hiver difficile, possiblement aussi dû au fait quelques blessures ou simplement une période négative comme d'autres ont pu connaître avant.
Mais tout ça, ça ne peut pas mettre en discussion les qualités de ces joueurs-là. Les critiques que souvent on lui a faites sur les buts, mais il ne faut pas non plus considérer la Betis comme un buteur, un attaquant à la Ibrahimovic ou à la Cavani. Donc il a un rôle qui est un peu différent, donc qui se compose très bien dans le 4-3-3 de Laurent Blanc. Donc si on déciderait de laisser partir un joueur comme Lavetti qui a toujours la cote en Italie, notamment et dans les grands clubs en général en Europe, il faudra avoir quelqu'un d'autre du même niveau. Et c'est pas évident. D'accord. On ne peut pas parler de l'Italie et du PSG sans parler de Javier Pastore. On sait que la Roma a voulu tenter d'avoir un prêt cet hiver avec l'aide du directeur sportif. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce transfert en Italie? Est-ce que vous pensez ça comme un fiasco, un flop, ou est-ce que vous pensez vraiment que ce joueur a encore des compétences qu'on n'a pas vues? Alors, sur Pastore, le discours est un peu plus complexe, parce que Pastore a subi cette pression médiatique due au prix de son transfert dès le début. Et donc, en France en particulier, on n'a jamais oublié les 42 millions de Français et on lui a toujours reproché à chaque match même si c'était bien joué, c'est normal parce qu'il a coûté 42 millions d'euros, donc quand il était moins bien, donc c'était normal parce qu'il a coûté 42 millions d'euros. Et donc à chaque fois, on a disons, amené l'histoire de Pastore aux 42 millions d'euros. Il faut considérer le fait que l'achat de Pastore à ce chiffre-là a été probablement un message lancé par le Paris Saint-Germain du moment où le projet commençait. Donc c'était pour effectivement expliquer que le Paris Saint-Germain pouvait même investir 42 millions pour un joueur comme ça qui à ce moment-là, à l'époque, c'était quand même considéré un des meilleurs en Italie pour son poste, qui était courtisé par le Milan où il y avait encore Ibrahimovic et Thiago Silva. Donc c'était pas n'importe qui. De l'autre côté, il est arrivé à Paris, on lui a confié un rôle d'attaquant pur, chose qu'il ne veut pas. Mais il a répondu présent parce qu'il a marqué plus que jamais pour sa première année au Paris Saint-Germain. Ensuite, il a dû quand même subir, au-delà de la pression médiatique, ce qui est normal à un certain niveau, les choix techniques des entraîneurs, qui l'ont Ancelotti. Entre Camoré, Ancelotti et Laurent Blanc, je pense qu'il a couvert tous les postes possibles entre les niveaux d'attaque. Et tout ça, ça peut être déstabilisant pour un joueur. Parce que si on ne joue jamais pas plus que 3 matchs au même poste, forcément, on ne peut pas prétendre d'avoir de faire des prestations toujours intéressantes. Donc, du coup, si on n'enchaîne pas, on est critiqué et donc, du coup, il y a une pression négative. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faudrait considérer en faveur de Pastore. Aujourd'hui, Pastore revient à peu près à un niveau qu'on peut considérer normal pour ses qualités. Le futur sur Paris, je pense qu'il est lié aussi à l'évolution de la stratégie de Paris par rapport aux résultats de la Champions League, dans le sens que s'ils n'arrivent pas à arriver en demi-finale, ils vont forcément investir encore plus, donc il faudra ensuite voir l'équilibre qui s'est créé dans un milieu qui est déjà très riche. Mais je pense que Pastore aurait quand même sa chance, sa carte à jouer encore en Italie. Il est suivi, il est apprécié dans pas mal de clubs, que ce soit le Milan, que ce soit surtout la Fiorentina ou la Roma. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Italie, c'est plutôt du côté de son salaire qui est très élevé pour les standards italiens. D'accord. On vous a jamais vu vous exprimer sur Salvatore Sirigu, qui est appelé par Cesare Prandelli à chaque fois, qui a été élu meilleur gardien l'année dernière en Ligue 1. On a vu ses progrès, notamment cette semaine contre Toulouse, où il est capable de prendre des ballons aériens. Quel est votre avis dessus? Est-ce que vous le voyez comme un successeur de la Gigi Buffon? Si je le vois, pardon, je n'ai pas compris. Comme un successeur de la Gigi Buffon, ou qu'est-ce que vous en pensez de Salvatore Sirigu, qui est vraiment le gros coup après Marco Verratti?
la question c'est s'il peut prendre la place à Buffon quand Buffon ne jouera plus, c'est ça? Oui, et puis si, ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous êtes critique envers ce gardien ou est-ce que vous pensez que c'est un gardien qui est au niveau du Paris Saint-Germain? Parce qu'on dit souvent qu'il faut recruter un plus grand gardien que Salvatore Sirigu. Mais quelque part, il est quand même le numéro 2 en Italie, non? Ah oui, ça c'est une critique que sincèrement, moi je ne comprends pas trop. Je considère que quand on commence à dire qu'il faudrait un gardien plus fort pour le Paris Saint-Germain, on oublie tout ce qu'il a fait l'année dernière, quand justement l'équipe était en plein chantier et pas mal de matchs ont été sauvés grâce à ses parades. Donc après, je peux comprendre qu'on puisse avoir en France un front en faveur des profils plus forts qu'autres, sans citer Hugo Lloris. Mais je trouve qu'aujourd'hui, Sirigu représente un peu l'élite ce qu'on a en Italie au niveau des gardiens. Il a une continuité dans son rôle, dans ses prestations qui sont pas très communes et très fréquentes aujourd'hui pour ce poste-là. Il a certainement un âge de production, mais il est relativement jeune, donc il peut encore donner plus. Mais moi, je vois pas beaucoup d'éléments pour les critiquer. Je pense que depuis quand il est à Paris, il a raté qu'un seul match. En 3 saisons, je pense que c'est rien du tout. D'accord. Il y a une information de votre journal, la Gazzetta dello Sport, qui nous a interpellé la semaine dernière, qui disait que Cavani se sentait pas bien à Paris, qu'il pensait déjà à partir, on évoque même dans les bruits de couloir, qu'il aurait déjà un accord avec Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment que Cavani ne se sent pas bien à Paris et qu'un départ cet été c'est possible? Alors, c'est pas moi qui l'écris déjà. Non, mais bon, je n'ai pas dit c'était vous, j'ai dit votre journal, attention. Non, je sais pas. Donc, je sais pas si... Bon, voilà, forcément, quand on parle de joueurs comme Cavani, il y a tout type de rumeurs qui peuvent se créer et d'interprétations surtout. Je pense que le profil en particulier faisait état probablement du changement de climat entre Naples et Paris qui est assez évident. Donc, pas seulement pour un footballeur, mais pour n'importe qui déménage de Naples à Paris, il va voir la différence. Et de l'autre, je pense que les qualités du joueur intéressent tous les grands clubs européens, à partir aussi des Chelsea, on l'a vu avec les dernières déclarations de Mourinho. Mais je pense aussi que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a les arguments financiers pour garder un joueur comme Cavani, et surtout l'intérêt de garder un joueur comme Cavani, notamment Ibrahimovic, même s'il est au summum de sa carrière, il a quand même 32 ans, donc il ne va pas forcément continuer comme ça à l'infini. Et Cavani représente le successeur idéal. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres attaquants au potentiel offensif comme Cavani. Justement, vous apporter la transition. On va parler de Zlatan Ibrahimovic, que vous suivez depuis de nombreuses années, puisqu'il a joué dans des clubs italiens. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Au summum de sa forme, il est capable d'emmener Paris au maximum, capable d'aller chercher cette coupe qu'on a tant envie de soulever. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Zlatan Ibrahimovic? Arrive-t-il encore à vous étonner? C'est ça, la chose étonnante, c'est qu'il étonne toujours. Donc, oui, forcément, on ne pouvait pas s'attendre à une saison à ce niveau-là pour un joueur qui a cet âge-là. Et au contraire, il démontre qu'il a la maîtrise totale de son art. Donc, ça, c'est un bien, non seulement pour le Paris Saint-Germain, mais pour le football en général. Et on le suit toujours de très près, même d'Italie. Je pense qu'il traverse une période où il est effectivement capable de faire la différence, même lors des grands matchs. Il a déjà montré. Et
quand il était en Italie, encore déjà pour ça devenir expérience au Milan. Donc tout ça, ça fait que cette maturité puisse effectivement contribuer à aller chercher ce titre qui est non seulement mon frère à lui, mais à lui-même dans son palmarès. Très bien. Dans quelques jours, on va avoir le PSG-OM. Comment c'est vu en Italie? Parce que nous, on suit les derbys milanais, on suit les grandes affiches italiennes. Est-ce qu'en Italie, on suit cette affiche-là? Relativement peu, dans le sens que les Paris Saint-Germain écrasent l'actualité, donc aujourd'hui, ils ne sont pas dit Paris Saint-Germain à Marseille, c'est parce qu'il y a les Paris Saint-Germain, pas parce qu'il y a Marseille. Comme peut-être il y avait des champs, ça pouvait intéresser parce qu'il y avait des champs. Mais le derby de France, au Classico, comme on veut l'appeler, n'attire pas la même attention d'un autre derby anglais à Londres ou du Classico espagnol ou d'un derby espagnol. Et certainement beaucoup moins que n'importe quel derby italien. Donc, en général, en Italie aujourd'hui, on suit en particulier les matchs du Paris Saint-Germain et de Monaco, mais pas forcément que les matchs de Marseille. D'accord. On parle souvent de Didier de Pogba à Paris la saison prochaine. On a évoqué une offre de 7 millions d'euros avec, 70 millions de la part du PSG, 70 millions, oui c'est ça, 70 millions de la part du PSG sur la table. Est-ce que vous pensez que Paul Pogba peut quitter la Juve? Est-ce qu'une offre comme ça, c'est irrefusable? Ou est-ce que vous pensez encore que la Juve peut avoir un avantage dans ce dossier? Disons que jusqu'à maintenant, les dirigeants de la Juve n'ont jamais fermé la porte à un départ de Pogba, au moins formellement, en disant tout simplement que tout dépendrait de l'offre et de la volonté des joueurs. Donc, traduit en termes compréhensibles, ça veut dire que la Juventus n'est pas contraire à un départ du joueur. Certes, ça ne va pas être automatique ou facile, même si on peut penser que le dossier est bien travaillé du côté de Paris. Je pense que la valeur de 70 millions d'euros, c'est une valeur importante. Ça fait partie un peu de la spéculation qui se crée sur le mercato du football aujourd'hui. Mais bon, ça démontre que le joueur a quand même un joueur très important, un avenir très important et qui va certainement s'imposer dans les années à venir. Donc forcément, c'est mieux de l'avoir à Paris pour les Paris Saint-Germain. La Juventus, je ne pense pas qu'il puisse s'aligner sur la... C'est que le Paris Saint-Germain peut lui garantir au niveau de salaire. La Juve peut aujourd'hui arriver peut-être à 4 millions d'euros de salaire par an, mais pas certainement à 4 millions d'euros comme probablement il pourrait gagner ici à Paris. D'accord. J'aimerais que vous reveniez sur une réflexion, parce que moi je vous écoute souvent et j'en suis fan, sur une réflexion comme quoi les médias français sont trop exigeants avec le Paris Saint-Germain. Vous le reprenez à plusieurs reprises quand vous évoquez le Paris Saint-Germain et l'opinion de la France. J'aimerais savoir, vous me développez ça, est-ce que vous pensez vraiment que les médias français en demandent trop au Paris Saint-Germain, sachant que c'est un projet maintenant pratiquement de 3 ans et qu'on est à l'aube tête des quarts ou des demi-finales de la Ligue des Champions? Je n'ai pas compris la première partie de la question. Non, je sais que c'est une thèse que vous défendez en disant que les médias français en demandaient trop au Paris Saint-Germain. Moi, je suis ça, hein. Non. Je disais, vous, votre opinion... Je n'arrive pas à entendre très bien. D'accord, je recommence. Je disais, vous étiez le premier à défendre l'opinion comme quoi les médias français sont trop exigeants avec le Paris Saint-Germain. Qui fait ça? Moi, hein? Non, j'ai pas dit ça. On se comprend pas bien, mais... Désolé, j'entends vraiment pas. Là, D'accord, là vous m'entendez mieux?
vais essayer au début de la question, je n'ai pas compris. D'accord, je voudrais en fait que vous apportiez plus de réflexion par rapport au fait que vous dites que les médias français, j'ai pas dit vous, hein, attention, par rapport à ce qu'on entend comme quoi les médias français sont trop exigeants avec le Paris Saint-Germain. Vous l'avez à plusieurs fois défendu, vous vous en souvenez? Bah, non, par rapport à l'idée que les médias français soient critiques avec le Paris Saint-Germain, moi je pense que il y a un rapport particulier de la presse sportive française avec le Paris Saint-Germain. Déjà, je trouve une situation un peu particulière parce qu'il y a qu'un seul journaliste sportif en France, donc il fait un peu la loi. À la limite, il y a le Parisien qui peut donner un regard alternatif. Mais en général, les rapports des traitements du football en France est très différent par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Et c'est pas forcément dans le bon sens, dans le sens que parfois on se retrouve avec un journal comme le Titre qui, pendant 2 jours, écrit une seule ligne sur le Paris Saint-Germain, chose que je trouve assez bizarre, en sachant qu'il s'agit d'un des projets les plus importants en Europe. Et donc tout ça fait en sorte qu'effectivement il y a une relation étonnante parfois entre les médias et les Paris Saint-Germain. Après, les critiques en soi, oui, effectivement parfois on voit une telle tendance à souligner surtout les choses qui ne vont pas bien, donc tomber facilement sur la critique négative. Mais bon, ça c'est dû au fait que justement il n'y a qu'un seul journal qui dédie peu d'espace au football en général et au Paris Saint-Germain en particulier. Au moins par rapport à ce que moi j'imaginerais pouvoir. Je voudrais voir sur un journal de sport. Et donc, c'est plus facile de faire un titre sur c'est pas quelque chose qui ne va pas, que quelque chose qui va très bien. Hein. Donc, il y a, disons, c'est le contexte en général, à mon avis, qui est différent et particulier en France. D'accord. On sait qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le sponsoring QTA avec le Paris Saint-Germain. On connaît l'opinion allemande. Quelle est l'opinion italienne sur ce contrat assez nouveau dans le foot? Voilà, ça c'est un des points qui effectivement peuvent provoquer des critiques du côté italien. De sorte qu'on attend avec impatience de voir comment l'UEFA va statuer sur les Qatar Tourism Authority. Donc on verra bien si c'est simple financier sera efficace ou pas. Il y a une certaine complexité sur le fait qu'un club de propriété de l'Émirat sera consolidé au niveau de 200 millions d'euros par le ministère du Tourisme du Qatar. Après, on peut de l'autre côté comprendre aussi les arguments des dirigeants du Paris Saint-Germain, parce qu'effectivement, on peut constater que dès qu'on parle du Paris Saint-Germain, on parle du Qatar, et donc forcément le Paris Saint-Germain véhicule l'image du Qatar. Donc moi personnellement, je pense que il y a une logique, certainement. Après, la valorisation de cette logique à 200 millions d'euros, il faut probablement la démontrer. Mais pourquoi pas? Effectivement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est une vitrine internationale pour un club de football. Pour un État que jusqu'à il y a 3 ans, personne ne connaissait et personne n'a été capable de les pointer sur un plan. Donc en fait, l'opinion de l'UEFA est attendue de pied ferme en Italie comme ailleurs. Pardon, j'ai pas compris. Je veux dire, l'opinion de l'UEFA sur ce dossier est attendue avec impatience du côté de l'Italie. Oui, on attend de voir effectivement s'il y a une logique, et cette logique elle est acceptée et qui se considère que ça va dans le sens de l'idée du fauteuil financier. Mais ça ne cache pas qu'il y a une certaine perspective en général sur ce côté-là du politique. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup.
beaucoup pour votre gentillesse et pour votre disponibilité. De rien. Franchement, c'est un plaisir de vous parler parce que voilà, vous êtes un des défendeurs sur l'opinion du Paris Saint-Germain vis-à-vis des autres médias. Et c'est un plaisir d'avoir votre opinion sur le Paris Saint-Germain. Et on aimerait bien, C'est un plaisir. on aimerait à l'avenir, si c'est possible, de recevoir beaucoup des Italiens du Paris Saint-Germain et de l'actualité. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et Merci à vous. Bon travail. merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alessandro? Non, il est parti. Ah merde. Écoutez, excusez-moi, je vous ai peut-être pas écouté. Je suis désolé, mais j'avais quelques questions à lui poser. Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave.